Alors, je sais que vous avez peut-être un peu chaud. Néanmoins, avant que vous alliez vous retrouver avec Emmanuel et ses équipes, on va profiter de la présence de Denis, que je remercie encore une fois d'être toujours aussi, comme Emmanuel, fidèle à notre association et toujours avec nous. Et je vais lui demander de nous rejoindre parce que nous allons entamer un face-à-face. Un face-à-face. Non, ça c'est pour la... c'est pour la régie. Voilà. Donc, je le mets sous son logo. En tout cas, je suis ravie de pouvoir interroger ces deux messieurs. Il y a un problème avec le micro? Non, ça va. Et vraiment, merci Denis d'être avec nous. Toujours avec nous. Et nous, on est toujours avec toi. Nous, on est toujours avec toi. Alors... tu viens, tout le monde connaît Denis, je le présente plus. Hein, c'est le père des jeux, faut le dire. Hein. Des fois on l'oublie, mais moi je le dis. C'est le père des jeux. C'est lui qui a ramené la candidature et qui a fait en sorte depuis des années et des années d'œuvrer dans l'ombre. Puis après, officiellement, pour faire en sorte que 100 ans après, on ait les jeux. Donc je crois qu'on peut l'applaudir pour ça. Et donc... puisque je suis c'est mon année compliment. Je dirais Denis que c'est un fidèle, ça je pense que vous l'avez compris. Et quand on connaît Denis, c'est sa constance, sa loyauté, et c'est surtout que c'est un acharné quand il a un objectif, hein, il l'obtient. Ben, il fait tout pour que ça se réalise. Et donc, je voudrais savoir d'où il tire toute cette énergie, d'où il tire toutes ces valeurs. Hein, de ton papa. Que j'ai eu la chance, je dois le dire, j'ai eu la chance de le connaître. Donc, parle-nous un peu de ton papa 2 minutes, parce que je pense que ça va illustrer après pourquoi tu as baigné dans l'olympisme et pour entamer notre débat après avec Emmanuel. Merci Maryse. Bonjour à toutes et à tous. Mon papa, c'est un personnage. Je dis mon papa parce que il m'a marqué, comme beaucoup d'entre vous ont été marqués par leur papa ou leur maman, mais sans mésestimer le rôle de ma maman, évidemment. Mon papa était pêcheur à l'Estac, un quartier de Marseille. Et c'est important de partir du principe que quand on a 7, 8, 9, 10 ans, quand votre père vous réveille à 2h du matin, il dit « Allez, tu viens avec moi », vous allez sur le bateau, vous voulez finir la nuit quand même, mais pour finir la nuit, il faut aller sur le filet qui sent le gasoil et la sardine. À partir de là, je pense que vous êtes parés pour la vie. Voilà. J'ai résumé. Voilà, je crois que tu as commencé un parallèle. Alors, pour revenir, donc le goût de l'effort, hein, fait partie des indicateurs qu'évoquait tout à l'heure Emmanuel. Mais tu viens d'entendre, en fait, tout l'exposé d'Emmanuel. Qu'est-ce que cela t'inspire? Et avant de peut-être d'y faire référence à un rapport avec les valeurs de l'olympisme, est-ce qu'il y a des rapports? Comment tu pourrais... Bon, j'ai écouté évidemment avec beaucoup d'attention, mais bon, en dehors d'avoir été président du comité olympique, j'ai enseigné la physique des étudiants en classe préparatoire aux grandes écoles pendant 30 et quelques années. Donc des ingénieurs comme toi, j'en ai vu passer quelques-uns auxquels j'ai essayé de faire avoir le goût de la physique. Et maintenant, c'est ta petite fille. Maintenant, j'ai pas trop perdu depuis que j'ai arrêté, c'est déjà pas mal. Mais bon, quand on fait de la physique, il y a la théorie et l'expérience. La théorie, elle a ses adeptes, mais lorsque l'on a l'expérience qui permet de vérifier que la théorie sur laquelle on s'est appuyé est effectivement de qualité, c'est bien. Alors moi, j'ai juste une question. La performance qui est liée à l'application du CARE dans l'entreprise a-t-elle déjà convaincu un certain nombre d'entreprises de la mettre en œuvre? Et est-ce que tu vas t'appuyer sur les résultats concrets de ces entreprises pour expliquer que ce que tu présentes a encore plus de valeur parce que l'expérience le confirme? Alors oui. C'est moi qui posais les questions. Tu
m'as dit d'en poser une. Alors Non, j'ai pas le droit. je vais en citer deux qui sont marquantes et qui montrent aussi bien la dimension client-collaborateur. La première, c'est le groupe Vive. Et derrière le groupe Vive, en fait, vous le devinez, c'est un univers qui est l'univers des mutuelles. Oui. Et les mutuelles, ça résonne le CARE. Et donc aujourd'hui, effectivement, nous sommes très engagés sur une division qui s'appelle Écoute et Solutions. Donc son nom l'indique, c'est savoir écouter et savoir proposer des solutions et d'être vraiment dans un transfert de savoir-faire. Et la seconde, vous aurez la chance tout à l'heure d'échanger avec Pascal Latouche, qui a plusieurs casquettes, mais parmi une de ces casquettes, une qui pour moi est révolutionnaire, c'est de faire du marketing au sein de la direction des ressources humaines groupe d'Orange. Et nous avons, à son invitation, relevé déjà 3 défis, et pas des moindres, qui portent sur la dimension collaborateur. Et quand je vous parlais tout à l'heure de matrice, j'étais pas très loin de penser justement à cet exemple. C'est de véritablement retrouver des moteurs côté collaborateur pour pouvoir aller plus loin. Donc oui, et c'est en fait, je pense, la chance que nous avons, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire d'avoir à la fois la théorie et l'expérience. Et pour ce faire aussi, je me suis entouré de personnes qui viennent de compléter, je dirais, le champ voilà, des concepts et des méthodologies qui est vraiment sur l'appropriation, l'assimilation, l'ancrage. Parce que sinon, en fait, ça fait des beaux documents, mais ça ne transforme rien. Bon, désolé d'avoir posé la question. Ça te brûle les lèvres. Bon, en tout cas, revenons un peu à l'objet de notre regard croisé sur les valeurs de l'olympisme et les composantes de l'esprit de service et du CARE. Mais avant de faire ce parallèle peut-être, c'est quoi les 3 valeurs de l'olympisme, monsieur Denis Masseglia? Alors, le CIO a souhaité qu'il y ait une forme de clarification dans les valeurs que l'olympisme pouvait porter. Et pour que ça soit facile à comprendre, ça date il y a quelques années seulement, donc le CIO a souhaité que soient mis en avant les 3 notions d'excellence, d'amitié et de respect. Donc à partir de là, je crois qu'on fait pratiquement tout le spectre de ce que le sport peut amener. Et je vais le dire maintenant. Oui, parce que l'ordre que le CIO souhaite, c'est excellence, amitié, respect. Si on fait juste une petite permutation et qu'on met amitié, respect, excellence, on a les 3 dernières lettres du CARE. Waouh! Je n'ai pas fait comme ça. Voilà. Après le C, on interprète comme on veut. Et c'est depuis cette origine que le CEO est fait... comment il diffuse, comment ces valeurs s'incarnent au sein des équipes, au sein de... C'est sûr que le CIO est organisé avec... il est le pro... Alors, attention, ce que les gens ne connaissent peut-être pas forcément. Le CIO est le propriétaire des Jeux Olympiques, pas de Paralympiques, mais Jeux Olympiques. Donc, bien noter que c'est pas parce que la France va organiser les Jeux en 2024 qu'elle est pour autant le propriétaire des Jeux. Propriétaire, il s'appelle Comité international olympique. C'est à lui que ça appartient, c'est lui le chef, et on ne lui impose pas des choses dont il ne voudrait pas. Bon, une fois qu'on a dit ça, comment le CIO est-il organisé? Il a dans chaque pays un comité national olympique qui est lui chargé de faire prospérer l'idéal olympique, les principes de base sur lesquels l'olympisme est fondé. Et nous, Français, on est un peu dans... Vous avez vu la statue du baron Pierre de Coubertin en bas, on est un peu dans le Coubertin bashing, alors que le CIO n'a de cesse de vanter les mérites de la vision
illustrée par Pierre de Coubertin il y a plus d'un siècle. Et je pense que nous, Français, on a tort de ne pas être fiers de l'œuvre de Coubertin, qui était un vrai visionnaire. Alors, Coubertin, on le traduit par c'est un misogyne, c'est un raciste, c'est ceci, c'est... Bon, il faut voir aussi les choses à l'époque où vivait Coubertin. Pour autant, la vision qui était la sienne était une vision extrêmement positive de l'humanisme sportif et de l'accomplissement de l'être humain par le sport. Et donc, sans Coubertin, il n'y aurait pas de Jeux Olympiques aujourd'hui, il n'y aurait pas l'événement dont on va parler de manière considérable, dont on parle déjà beaucoup d'ailleurs, qui va se dérouler dans 92 jours, si j'ai bien compris le décompte que tu as fait tout à l'heure. Je me suis peut-être trompé, hein, mais il y a Jean-Lucas, c'est Et 92. donc, pour finir avec l'organisation du CIO, chaque CNO doit promouvoir Ces 3 valeurs. les valeurs. Et donc, au plus, c'est simple, le E, le dernier, au plus c'est facile à reproduire, Incarner. à dupliquer, à incarner, à expliquer. Et donc, il y avait effectivement un besoin de clarifier les 3 valeurs sur lesquelles s'appuyer. Et il ne faut pas oublier aussi, parce qu'il y a quand même un certain nombre de partenaires ici qui sont à la fois partenaires du COJO et donc de l'Olympisme, qu'il y a aussi un programme de partenariat qui associe des entreprises aux valeurs olympiques. Et donc, c'est aussi une conception plus simple que d'associer les entreprises à des valeurs de base qui sont elles-mêmes faciles à la fois à comprendre et sur lesquelles on peut s'appuyer. Alors, pour justement reprendre ces 3 valeurs de l'olympisme, excellence, respect et amitié, et celle que nous a déclinée tout à l'heure Emmanuel, si on reprend en français, hein, comme l'a défini tout à l'heure Emmanuel, collégialité, authenticité, fiabilité, simplicité, si on reprend une première valeur qui est la collégialité, comment, Emmanuel, tu l'as largement dit, mais en gros, concrètement, la collégialité, tu l'exprimes pour qu'on voit ce que pourrait en dire Denis par rapport à ce sujet côté valeur olympisme. Ben moi, je la vois comme une équipe sur un terrain de jeu, c'est-à-dire qu'il y a un cadre avec des règles et au sein de ce terrain de jeu, la possibilité d'être créatif, surprenant pour réussir à passer du côté adverse. Et Denis, tu le vois comment? Tu l'illustres comment côté olympisme? Moi, je dirais simplement que on fait souvent la distinction entre sport individuel et sport collectif. Bon, on ne va pas dire que le sport collectif n'associe pas la collégialité, c'est une évidence. Même si parfois dans les sports collectifs, il y en a qui se prennent pour plus importants que d'autres et qui ne s'autorisent pas les tâches on va dire banales, qu'ils laissent à d'autres. Mais bon, ceci étant dit, personne ne saura qui... Si, c'est sur tous les réseaux sociaux depuis tout à l'heure. Qui je peux viser. Par contre, vous ne trouverez pas un seul athlète qui a gagné un titre individuel qui ne rende pas hommage à la fois à ses entraîneurs et à ses partenaires d'entraînement. On ne peut pas réussir tout seul en sport. Pas possible. D'abord, on n'a pas d'adversaire, on a un partenaire de compétition. C'est déjà beaucoup de le souligner comme ça. Et après, dans tout ce qui fait la performance sportive, il y a une notion collective qui associe l'entraîneur, le médecin, le staff au sens le plus large du terme, les dirigeants aussi, parce que on mésestime parfois leur rôle, mais ils créent aussi les conditions les plus appropriées. Donc, il ne peut pas y avoir de réussite individuelle sans une démarche collective. Mais ça, Et sans collégialité. Et sans collégialité, bien sûr. Alors, si je continue le parallèle, concernant l'authenticité, Emmanuel, les enjeux, l'authenticité, tu as dit quelques touches, quelques éléments. Tout à fait. Et alors pour moi, c'est vrai que
au cœur des transitions, et notamment environnementales. C'est quelque chose en fait qui compte énormément. L'authenticité aussi au sens des relations sociales. Donc sur ce point-là, pour moi, le parallèle en fait avec le sport, c'est de respecter des règles universelles qui ont été posées, sur lesquelles tout le monde s'est accordé. Voilà, dans le domaine environnemental et social. Pour moi, c'est ça l'authenticité, et ce qui me renvoie effectivement à l'univers du sport où la performance, en fait, on veut être sûr qu'elle a été faite dans le respect de ce qui est défini universellement. Et pour toi, Denis, l'authenticité, c'est peut-être le mot le plus important. Qu'est-ce qu'on peut y associer peut-être autour? En tout cas, c'est peut-être le mot le plus important en matière sportive des 4 lettres du CARE. Il ne peut pas y avoir de performance sportive sans authenticité. Et toutes celles qui sont non authentiques sont tôt ou tard rattrapées par la patrouille et deviennent à ce moment-là beaucoup plus négatives pour celui ou celle qui les a opérées. Et tu parles de dopage? Je parle de dopage, je parle de tricherie, parce que c'est peut-être plus facile aujourd'hui de tricher en arrangeant le résultat que de tricher avec le dopage. Par contre, c'est important que tous les éducateurs continue de faire passer le message que le sport ne peut pas se concevoir sans fair play, sans règles, sans authenticité. Pour la plupart, et pas pour la plupart, pour la plus grande majorité des sportifs, le démarrage ne se fait pas en rêvant être un dieu du stade. Il se fait parce que le sport est générateur d'émotions, et les émotions ne sont valables, ne sont possibles à vivre que si elles sont authentiques. Ça ne marche pas sinon. Donc, pour moi, la valeur d'authenticité, c'est la première sur laquelle on doit s'appuyer pour faire le parallèle entre le CARE, l'esprit de service, oui, le dire comme ça, c'est la traduction, et l'olympisme. Et dans l'authenticité des 3 valeurs, excellence, amitié, respect, il y a les 3 qui sont dedans. C'est d'abord du respect, évidemment, le respect de soi, le respect de l'autre, le respect de la règle, mais aussi l'amitié, parce que l'amitié c'est quelque chose d'authentique, et l'excellence, parce que si on veut être bon, effectivement, et on doit être bon en sport, il faut aussi qu'on soit bon authentiquement. Ok, alors il y a une autre, dans ce qu'on avait développé tout à l'heure, on parlait de simplicité, de facilité. Je pense que là aussi vous avez des éléments à partager sur ce sujet, ou côté Denis, côté Emmanuel. Alors, on reviendra sur l'excellence et l'amitié après, puisque pour Denis, sujet qui tient. En fait, sur la fluidité, si je faisais le parallèle avec le sport, c'est en fait le résultat, c'est-à-dire qu'une équipe, un athlète va réussir parce que à force de s'être entraîné, d'avoir répété, va avoir cette fluidité en fait dans les mouvements. Et donc pour moi c'est vraiment ça la facilité dans l'entreprise. C'est pour ça que c'est important de pouvoir s'assurer que l'ensemble des collaborateurs a déjà une facilité dans la manière de réaliser ses missions pour que cela puisse se sentir côté client. Moi, ce que ça m'inspire le plus, la fluidité, je dirais, c'est que quand on arrive au niveau de l'excellence, le geste que le sportif va accomplir est beau. Donc à partir du moment où il est beau, il est simple, parce qu'il ne peut pas y avoir de geste beau en étant compliqué. Et donc, c'est plus là que... C'est un aboutissement, quelque part, la fluidité. Ça ne veut pas dire que c'est simple.
Au plus c'est simple, au plus c'est difficile à obtenir et au plus il faut de travail pour y arriver. Voilà, mais ça ressemble à l'accomplissement de la chose sportive, mais ça ressemble aussi à l'accomplissement finalement sur d'autres terrains d'activité. La plupart d'entre vous ont passé un examen ou un concours. Le jour où on le passe, si on sent qu'on maîtrise les choses, c'est parce qu'on les a simplifiées. Bon, en tout cas, c'est l'impression que j'ai toujours eue. Alors juste, certains ne le savent peut-être pas, mais je suis membre du bureau du comité du MEDEF Sport Paris 2024. Et à ce titre, hier, j'ai eu l'occasion d'assister au CESE à une conférence, une réunion entre l'OIT, l'Organisation internationale du travail, et la Charte sociale Paris 2024. Alors dans cette Charte sociale Paris 2024, c'est une innovation à la française, Denis, une innovation totalement à la française. Tu as commencé par dire ce que tu m'as dit hier. Non. C'est-à-dire que Bernard Thibault était devenu ton idole. Non, pas du tout. Pas du tout. Néanmoins, c'est vrai que par rapport à l'évolution des jeux depuis 100 ans, arriver à justement porter ou encadrer ou faire en sorte justement d'intégrer, je ne sais pas si il faudra prendre les 16 engagements de la charte, la charte de cette charge sociale, parce que je pense que quand on travaille dans les RH, c'est inspirant. C'est pas un cadre juridique, contrairement à ce qu'on a l'habitude d'utiliser, nous, dans nos DRH et autres. Néanmoins, c'est un des pieds qui a permis de construire ou de faire en sorte de conduire vers, je dirais, un idéal olympique qui se creuse, qui se sillonne depuis des siècles. Qu'est-ce que tu pourrais en dire sur ce, comme dirait Coubertin, en fait, lui, il voulait des jeux modernes il y a 100 ans. En 2024, est-ce que tu penses que nous aurons modernisé les jeux ? En tout cas, cette charte sociale est quelque chose de nouveau. Et il faut l'apprécier non pas comme étant un élément pouvant éviter qu'il y ait des grèves pendant les Jeux Olympiques. C'était pas ça le but de l'opération. Le but de l'opération, c'est d'éviter effectivement qu'il puisse y avoir des difficultés sociales liées à la construction de l'événement, à la fois par rapport aux équipements qui doivent être construits, par rapport aussi à toutes les équipes qui sont mobilisées pour la réussite des Jeux. Et c'est pas simple de mobiliser les gens sur un événement qui est quand même assez court, sur 15 jours, sur lequel il ne faut pratiquement pas dormir. Donc, il y a... et moi, je l'ai vécu en tant que président du CNOSF, parce que il fallait expliquer aux équipes que, alors qu'elles étaient enthousiastes, qu'elles étaient complètement mobilisées, eh bien, il fallait au milieu des Jeux qu'elles s'octroient, qu'on leur impose un jour de repos, pour éviter qu'il y ait à un moment une forme de rupture, parce que c'est très dur. Roland-Garros, c'est un peu la même chose. Donc, à un moment, il faut veiller à l'équilibre entre l'engagement professionnel qui va au-delà du professionnalisme et qui enclenche de la passion, pour qu'on reste dans le domaine, entre guillemets, du raisonnable. Et cette charte sociale, elle est inspirée par ça. Et elle a aussi pour but qu'il y ait le côté exemplaire, parce que le E de Caire pourrait être aussi le E d'exemplarité. Moi, je crois que c'est quelque chose de fondamental, que de mettre l'exemplarité au cœur de tous ceux qui sont des dirigeants et qui ont envie de faire monter tous les collaborateurs aux arbres. Je le dis comme ça parce que c'est une image un peu triviale, mais c'est celle qui correspond le mieux. Il fallait, et je pense que ça a été le cas, que le COJO soit exemplaire en matière de gestion sociale. Regardez toutes les critiques qui ont été faites pour la Coupe du Monde au Qatar, avec les morts sur les chantiers, etc., etc. Franchement, même s'il y a eu
quelques difficultés, voire quelques critiques. Il y a eu un souci permanent des équipes, tant du COJO, qui met au point l'organisation, que de la Solidéo, qui est la société de livraison des équipements olympiques, pour faire en sorte qu'il y ait au cœur du projet le respect humain qui correspondait aux engagements de la charte sociale. Et pour finir sur un trait d'humour, ça a été un plaisir pour tous les participants au conseil d'administration du COJO de voir siéger la représentation Bernard Thibault qui était celle des travailleurs, Dominique Carrelage qui était celle du MEDEF qui était côte à côte et qui ont toujours parlé de la même manière avec le même langage. Alors bon, au moins le sport, ça les a rassemblés. D'autant plus que dans cette charte, l'idée c'est vraiment de garantir une démarche responsable et durable pour les temps qui viennent. Oui, alors une dernière, tu m'as pas parlé de la modernisation des Jeux. On verra peut-être au mois de septembre si on peut faire ce bilan et si on a. J'aurais juste une dernière question. On y reviendra plus tard. Pour Emmanuel, la compétitivité telle que tu le décris et comment tu le symbolises dans l'entreprise, même si tu l'as un peu explicité. Je pense que c'est aussi dans l'atteinte de cette performance. Que l'on va pouvoir aussi, à travers la compétitivité, faire un lien entre en fait, le point d'orgue de ton livre, c'est comment être compétitif autrement. Et l'olympisme, c'est aussi une autre manière d'être performant autrement. C'est l'idée de Maryse d'avoir organisé ce face-à-face. Et en fait, en le préparant, je me suis rendu compte que dans mon équipe, il y avait beaucoup de passionnés de sport. Et certains, justement, étant dans la compétition. Et finalement, je me suis dit, il y a peut-être justement une corrélation entre le sport et ce que l'on recherche, en tout cas pour ces équipes à travers le CARE. Et naturellement, il y a un moment, quand on est confiant, quand on est bien, on a envie d'aller plus loin. Et c'est pour moi la définition de la compétitivité. Denis, je pense que c'est une évidence. Le mot de compétition qui est devenu, alors ça ne va pas être répété, mais je vais le dire quand même, qui est devenu un gros mot pour certains à l'école. Mais la vie, c'est une compétition permanente. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que celui qui court le 100 mètres en 20 secondes essaie de le courir en 19,8 ? Il aura progressé. On ne lui demande pas de battre Usain Bolt. On lui demande juste de tirer le meilleur de lui-même. Que ce n'est pas quelque chose qui est valorisant pour chaque individu. Voilà. Pour moi, la compétition, elle fait partie des valeurs éducatives du sport. Et il faut se dire qu'il y a effectivement peut-être du négatif lorsqu'il y a de l'excès. Mais globalement, il n'y a que du positif à essayer de se dépasser. Donc avec compétition, tu as trouvé la lettre C. Bravo. J'ai pas voulu amener les choses comme ça, mais c'est pas mal. Alors une dernière question pour Denis. Pas confidentiel. Une dernière question pour toi, Denis. Tu vas accueillir la flamme olympique dans ta ville bientôt, le 8 mai, c'est ça ? Et donc la flamme olympique, juste pour nous éclairer et sans jeu de mots, ça revêt quoi comme symbole ? Alors, pour avoir assisté à diverses opérations liées à la flamme olympique, pour moi-même l'avoir portée quand j'avais 21 ans au moment des Jeux de Grenoble, ça, bravo, il y a un certain temps, c'est un symbole de fraternité, c'est un symbole de paix, c'est un symbole d'éclairage quelque part. C'est un symbole d'optimisme pour l'humanité. Et je pense qu'on en a besoin. On a besoin de symboles aujourd'hui. Moi, je dis tout le temps, finalement, les sociétés dans lesquelles on vit aujourd'hui, elles semblent difficiles, mais parce que on ne s'appuie pas suffisamment sur les repères qui permettent de cimenter une société. Or, une société, elle a besoin de repères. Des fois je le dis. Alors, là aussi, je vais le dire de manière un peu humoristique, mais nos amis britanniques, leur ciment, c'est la royauté. Nous, on ne peut pas imaginer un seul instant qu'on puisse parler de royauté. Mais il n'empêche que le Dieu sauve la reine ou le roi
est quelque chose auquel tous les Britanniques se réfèrent, et tant qu'ils se référeront à ça, ils auront la notion de nation. Je crois que la flamme est quelque chose qui porte un esprit universel. C'est ça qui la distingue du côté nation, parce qu'on peut reprocher au CIO une forme d'exaspération du côté nationaliste, parce que chaque nation compte ses médailles, a envie que ses sportifs soient performants et fait le bilan de sa capacité de performance à la fin. Mais pour autant, la philosophie olympique, elle sert à servir le rapprochement entre les peuples, à faire en sorte qu'il n'y ait pas de barrière ni religieuse, ni raciale, ni sexiste, ni quoi que ce soit, dans le fait que le sport rassemble. Donc la flamme, elle est le symbole du sport qui rassemble, et tant qu'il y aura le symbole du sport qui rassemble, il faut le protéger. Et comme tu l'as écrit dans ton livre, le sport, c'est bien plus que du sport. Ouais, entre autres. On peut les applaudir tous les deux.